Chief, thank you very much. Please excuse me. We have to learn and we need to learn. I'm a teacher. If I have to teach my student, PD, what is he going to eat and how is he going to eat? Je le parle en français. Je suis un enseignant. Si je peux dire à mon enfant ou à mon élève que par jour il faut manger comme ça, qu'est-ce qu'il doit faire? Vous allez m'excuser. Non, le complément, vous allez m'excuser, n'est-ce pas? La composition, quoi? De l'allemand. Excusez-moi. Excusez-moi, je n'étais pas là. Déjà, Merci, docteur. Moi, je voudrais, à l'issue de votre brillante conférence, vous poser une petite question par rapport au magnésium. Tout à l'heure, vous avez parlé des troubles liés au magnésium. J'aimerais un peu plus d'éclaircissement dessus parce que l'an dernier, au baccalauréat, on a demandé aux enfants d'étudier un peu le comportement d'un additif. On peut appeler ça un additif alimentaire ou je ne sais pas quoi, sanitaire, qui est l'hydroxyde de magnésium dans l'estomac. Comme l'estomac, comme on a dit tout à l'heure, en tant que milieu acide, l'hydroxyde va venir peut-être tamponner le caractère acide, mais il y aura les ions magnésium. Est-ce que la consommation d'un tel additif n'a pas peut-être un effet nul, quoi? C'est-à-dire, on arrange quelque chose, mais on provoque autre chose. Même chose pour le calcium. Nous en consommons et tout le monde sait les insomnies et tout ça. Moi, je ne sais pas si vous pouvez un peu m'en dire plus par rapport aux effets de ces ions-là dans... Tranquillement, on fait un rappel. Pour faire simple, vous avez votre plat, vous divisez en deux. Est-ce que vous suivez la réponse? Vous avez votre plat, vous divisez en deux. La moitié, c'est les végétaux. Tout ce qui est végétaux. Je ne sais pas rentrer. Bon. Le ndolé, c'est végétal, mais attention, il y a les arachides qui sont gras. C'est ça le problème. Le héros, c'est végétal, mais vous avez l'huile de palme, qui non seulement est gras, mais riche en palmiste, acide gras saturé. Le principe, c'est de ne rien enlever dans l'alimentation, mais c'est de réduire au maximum. C'est-à-dire que j'aime le héros, d'accord. Je peux manger une fois peut-être par semaine, encore, si je fais l'activité physique. Mais si je peux attendre tous les 2 semaines, ça va. Mais un jour, je m'assois, je dis, je me garde. Parce que si vous interdisez à l'alimentation, il y aura la réaction. Il y a aussi le plaisir dans l'alimentation. Le plaisir qui ne doit pas partir. Je suis diabétique, j'aime le chocolat, je me retrouve dans un endroit. Ah, il y a le chocolat, je fais comment? Ah ben je prends une fois, ça ne va pas me tuer parce que j'ai pris ça un jour. C'est la continuité. Et en passant, sachez qu'on guérit du diabète. On guérit du diabète. On va parler plus tard. D'accord. Deuxièmement, le magnésium. De guérir du diabète, oui. Je vais développer ça tout à l'heure, mais je réponds d'abord à sa question. Le magnésium, bon, l'oxyde de magnésium, effectivement, c'est ce qu'on prend, l'oxyde de magnésium et d'aluminium. C'est ce que vous avez dans Malox, phosphalugène et tout ça pour neutraliser l'acidité de l'estomac. Le magnésium, en réalité, n'a pas de problème. Au contraire, c'est souvent même les gens qui ont la spasmophilie. Parce que la spasmophilie n'est pas considérée comme une maladie. C'est comme un syndrome. Syndrome, c'est un ensemble de symptômes qui altèrent la qualité de vie, mais qui n'est pas dangereux. Je l'ai dit pour que les gens aillent regarder, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont un problème, pas en réalité de manque de magnésium, parce que si on fait même souvent le dosage, c'est normal, mais d'utilisation du magnésium. Utilisation du magnésium. Or, le magnésium est important pour la transmission de l'huile, pour la division cellulaire, pour beaucoup de phénomènes, c'est pour ça qu'on doit l'avoir. Mais l'hypermagnésémie, c'est-à-dire que l'excès de magnésium dans le corps n'est pas un problème, le corps va éliminer ça. Par contre, le calcium, il faut faire attention. Parce que l'hypercalcémie, oui, il peut avoir des dépôts au niveau des reins, et ça fait des calculs rénaux. Et c'est pour ça que ce soit le magnésium, le calcium, l'aluminium, comme presque donc, le phosphalugène et tous ces trucs-là. Quand vous avez à prendre ça avec un autre médicament, attendez 2 heures pour prendre. Donc, si je commence à prendre, j'ai peut-être mon antihypertenseur à prendre, je prends mon antihypertenseur, j'attends 2 heures pour prendre l'autre. Ou alors, si je commençais par ça, je prends par ça, j'attends 2 heures pour prendre. Sinon, si vous prenez au même moment, il y a ce qu'on appelle la chélation. Ça, c'est pour les chimistes. Les ions
vont bloquer donc l'action de l'autre produit et il ne sera pas absorbé en quantité normale. Vous n'aurez pas la quantité qu'il faut dans le corps et on va dire que le traitement ne marche pas. Donc il faut faire attention aux associations des produits. Donc le magnésium, effectivement, c'est une molécule qui est importante pour le corps, le magnésium comme le calcium, mais l'excès de calcium est mauvais parce qu'on a même constaté que le calcium en excès va se déposer au niveau des centres nerveux et il se comporte comme un interrupteur. C'est-à-dire que là, je dis, je veux prendre la bouteille, je la prends sans problème, mais interrupteur, je veux prendre, je n'arrive pas parce que l'influx ne passe pas à cause de l'excès de calcium. Ça, il y a des études qui sortent sur ce plan et trop de calcium. Donc, quand on fait, c'est pour ça que le calcium, le traitement, c'est 10 jours, hein, normalement, maximum. Au-delà, il faut arrêter parce que les gens prennent le calcium, magnésium, ils prennent longtemps. Ça, c'est manger des végétaux. Ça va vous apporter le calcium, les végétaux. On dit les produits animaux, non, c'est 30% maxi qui est absorbé. Les végétaux, c'est 70%. Vous mangez les végétaux, vous faites de l'activité physique et ça va donc résoudre ces problèmes. Maintenant, le diabète, on parle du diabète et je dis on guérit du diabète. Ok, sur 100 médecins, 98 ou 99 vont vous dire non, on ne guérit pas. Donc je vous dis qu'on guérit du diabète. Il y a un Canadien qui s'appelle Norman Mousseau. Il a écrit un livre, Comment j'ai guéri du diabète sans médicaments. Alors, son histoire c'est quoi? Norman Mousseau. M-O-U, 2-S-E-A-U. Norman Mousseau, il a écrit un livre. Bah, j'ai ce livre-là, si vous voulez, je peux multiplier pour donner à ceux qui peuvent être intéressés. Donc, lui, c'est un type qui avait dans les 118 kilos. Hein. Il regardait la télé le soir, ça bouffe n'importe comment. Un jour, il a le problème, il va à l'hôpital, diabétique. Bon. Et vous savez que le diabète, quand on dose votre glycémie dans le sang, quand c'est supérieur à 1,26 g par litre, 2 semaines d'écart, on estime que vous êtes diabétique. Mais entre 1,05 et 1,26, vous êtes en hyperglycémie. Et 60% des gens qui sont supérieurs à 1,5 là, ils vont faire le diabète. Hein. Donc ça commence dès maintenant là. Si vous prenez votre glycémie, vous êtes à 1,5, dites déjà que je prends déjà le mauvais chemin. Je commence déjà à laisser tout ce qui est sucre simple et tout ça, des trucs sucrés dans la bouche, je diminue les machines, je fais mon activité physique. Donc lui, il va en faire comme ça et on lui prescrit les médicaments. Il commence à prendre. Le médicament le plus courant, c'est la metformine, non? On donne. Et donc, il prend, mais il s'est dit, c'est pas possible. Je ne peux pas passer ma vie comme ça. Je vais passer ma vie. Et tout ça, il se met donc à se documenter et se rend compte que quand on donne les médicaments, après on va ajouter un deuxième, après ce sera un troisième, après on peut enlever les médicaments ou on peut ajouter l'insuline. Et comme je vous ai dit, l'insuline est là pour stocker. Donc quand vous commencez, et les traitements à l'insuline, vous avez les enfants qui doivent prendre l'insuline, c'est très compliqué. Hein? S'ils prennent l'insuline qui a on dit de coût de demi-vie, d'élimination, la demi-vie c'est le temps au bout duquel ce que vous avez pris de médicament d'après la moitié sort du corps. Donc s'il a une demi-vie par exemple de 2 heures, il va prendre au moment du repas, donc il va s'injecter soit sur le ventre de la cuisse avant de manger. Il peut prendre une demi-vie longue qui est une journée, mais c'est très compliqué parce que si il prend l'insuline, il ne mange pas, ben, c'est l'hypoglycémie. Hein? Et l'hypoglycémie, le type se couche là, peut tomber dans un coma diabétique et puis partir. Mais l'hypoglycémie n'est pas un problème parce que c'est en dessous de 0,7 g par litre de sang. Si quelqu'un, les signes de l'hypoglycémie, certains on a même ça le matin. La sueur, les vertiges qui arrivent, la faiblesse. Prenez juste 2 morceaux de sucre, hein. Une cuillère de miel ou 2 cuillères de miel, ça passe tout de suite. Le corps pense et puis il remonte. Donc, lui, il voit tout ça, il se dit, mais je ne peux pas passer ma vie à m'injecter, non, il faut que je fasse tout pour arrêter le diabète. Et il tombe sur les travaux d'un professeur, le nom est parti maintenant, qui a fait ce qu'on appelle le protocole de Newcastle. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que des gens qui étaient obèses, diabétiques, qui sont partis, ils voulaient maigrir. Alors, il y a des gens, il y a un niveau où on ne peut plus maigrir, même si vous avez la volonté. Donc ils vont faire ce qu'on appelle la chirurgie bariatrique. C'est-à-dire qu'ils vont se faire opérer et qu'on enlève une partie de l'estomac. On réduit l'estomac. Et quand on réduit l'estomac devient tout petit, il ne mange plus. Hein. Dès qu'il a mangé, allez, c'est plein. Il ne mange plus. Mais on s'est rendu compte que ces gens-là, ils sont obèses, diabétiques. Quand on fait la chirurgie bariatrique, 3-4 jours plus tard, il n'a plus de diabète. Le diabète a disparu comme par enchantement. Il y a un problème. Qu'est-ce qui s'est passé? Les gens ont pensé que ce sont les hormones qui ont changé. Le professeur Taylor de Newcastle, a dit non, il y a une autre explication. Lui, il avait le matériel pour travailler et il s'est rendu compte
que le fait de les opérer et qu'ils ont diminué directement la nourriture, ça a réduit la graisse qu'il y a autour du pancréas et du foie. Le pancréas sécrète l'insuline, mais c'est le pancréas qui gère, qui module l'insuline. Quand il y a la glycémie, quand il y a trop de sucre, ok, le pancréas, le foie voit le signal, le pancréas doit envoyer l'insuline pour baisser. Quand il n'y en a pas, le foie lui-même donne un signal pour augmenter. Donc celui qui gère l'insuline. Donc on a constaté que justement chez les diabétiques, le gras est dans le pancréas et dans le foie et ça les empêche de fonctionner. Notamment pour le pancréas, les cellules bêta de Langerhans, les cellules bêta de Langerhans qui sécrètent donc l'insuline sont encrassées du gras. Donc il faut donc finir ce gras-là. Et le professeur Taylor a fait des expériences. Il a mis les gens, je vous ai dit que l'homme adulte, 2000 calories par jour, il a pris les gens, il a fait ce qu'on appelle la restriction calorique, vraiment stricte. Au lieu de leur donner 2000 calories par jour, c'était 800 calories par jour. 800. Et là, il s'est rendu compte, c'est vrai que l'échantillon n'était pas grand, parce qu'il faut un échantillon grand pour tirer une conclusion, mais quand même à partir de là, on peut voir. Il s'est rendu compte que 80% des gens, le diabète était arrêté. Il a dit, ben c'est ça. Norman Mousseau tombe donc sur ça. Il dit, moi je vais faire ça. Il est à 118 kilos. Hein. Bon, le gars, il commence, mais comme il voit, c'est un peu compliqué. Quand il arrive à se stabiliser, parce que c'est un Canadien, il a commencé. 8 semaines, 800 kilocalories. Il a perdu 30% de son poids, donc il doit être dans les 80 kilos. Il a arrêté ses médicaments au bout d'une semaine. Aujourd'hui, ça fait 7 ans, il n'a plus de diabète, il ne prend plus de médicaments. Mais évidemment, il faut changer complètement son mode de vie. Il a commencé à faire le sport, déjà quand il était gros. Il a commencé d'abord par marcher, et quand il est revenu, c'était difficile. Mais au bout d'un mois, il marchait, il courait, il marchait, il courait. Au bout de 3 mois, il courait, et ainsi de suite, ainsi de suite. Aujourd'hui, le gars a une vie épanouie. Il ne prend plus de médicaments, il a guéri du diabète. Alors, seulement faire ce régime-là, c'est un régime draconien. Il faut être très fort. 800 calories, 800 calories, c'est vite fait. Hein? C'est-à-dire que si vous mangez un morceau de poulet là, vous prenez le riz, c'est fini, hein? C'est 800 calories. Donc ça veut dire qu'il faut peser sa nourriture. Et il y a comment on dit, des modules, des applications pour ça, pour peser ce que vous mangez. Moi j'ai quelqu'un qui a essayé ça. Peser la nourriture que vous mangez. Le deuxième jour, il a arrêté ses médicaments de diabète. Le deuxième jour, il a arrêté. La glycémie à jeun est rentrée. C'est redevenu à la normale. Mais après, il faut continuer. Plus dur, c'est ça. Donc il a écrit un livre. Et donc, est-ce qu'on est obligé de passer par la baisse drastique de calories? Non. Par contre, ce qu'on peut faire, on peut donc changer son mode de vie et réduire les calories pour perdre le poids. Et en réalité, il est arrivé à la conclusion où il faut perdre, arriver à ce qu'on appelle l'indice de masse corporelle. Parce que c'est un indice qui permet de comprendre des choses. L'indice de masse corporelle, bon, c'est quand même un élément important. IMC, BMI en anglais, Body Mass Index, l'indice de masse corporelle qui est égal au poids en kilos sur le carré de la taille en mètres. Et l'indice de masse corporelle, la normale, doit être compris entre 18 et 25. Ça c'est la normale. Quand je suis, l'indice de masse corporelle est compris entre 25 et 30, oui. Je suis en surpoids. Quand c'est compris entre 30, enfin quand c'est au-dessus de 30, c'est l'obésité. C'est comme ça qu'on calcule l'obésité. Donc quand c'est compris entre 30 et 35, c'est l'obésité de premier grade. 35 et 40, obésité de deuxième grade. Au-dessus de 40, c'est ce qu'on appelle l'obésité morbide. Et quand on parle de morbidité, ça veut dire obésité qui rend malade. On va vous donner la maladie qui est dangereuse. Par contre, l'indice de masse corporelle, c'est juste une indication. Parce que vous pouvez avoir deux personnes qui ont le même indice de masse corporelle, mais dont la répartition de la masse dans le corps n'est pas la même. Ok. Prenons un sportif. Vous avez quelqu'un qui est durant le temps, il est sportif, il a le muscle.
Parce qu'il faut savoir, le muscle pèse plus que la graisse. Hein, à cause de la densité. Parce que le volume dans lequel le muscle se répartit est petit. Donc il prend toute la place. Alors que la graisse, il se répartit dans un grand volume et il fait du vide. C'est pour ça que c'est bien de faire l'activité physique. Ah, un autre truc que j'allais oublier avant que j'oublie. Sachez une chose. Un muscle au repos, 1 kilo de muscle au repos consomme 30 calories sans rien faire par jour. C'est-à-dire que je reste assis comme ça, 30 calories. Donc vous voyez que la consommation des calories, il faut être musclé. Quand je suis musclé, je dépense plus d'énergie. C'est ça qui explique que les jeunes enfants là, c'est une chaudière, produisent de l'énergie. Parce qu'ils sont musclés, ils ont moins de gras. Même les jeunes filles. Mais le problème change au niveau de la puberté. Parce qu'elles commencent à produire les hormones féminines. Et donc elles vont commencer à stocker. Pour avoir, comme on dit, les formes vont commencer à venir. Donc, les jeunes, c'est la chaudière. C'est pour ça qu'il faut faire l'activité physique. Parce que quand je fais l'activité physique, j'augmente ma masse musculaire, je consomme les calories. Je ne grossis pas. Mais si j'ai moins de muscles, je ne consomme pas les calories, je stocke. Donc, vous voyez que tout est lié. Donc, il faut essayer de perdre le truc. Et comme je vous ai dit, perdre, c'est manger en majorité les légumes, diminuer les sucres. Donc, pour répondre à la question aussi, si je dois manger le plantain, c'est un plantain massif. Si je peux même demi-plantain, bien sûr. Demi-plantain, c'est une patate, un macabo. Ça ne va pas vous tuer. La prune par contre, c'est un bon truc qui a autant de gras, bien comme l'avocat. Donc la prune, c'est une bonne chose. Mais n'oubliez jamais, 100 grammes de prune, ça apporte à peu près 200-250 calories. Donc vous voyez que c'est moins gras que le truc, mais ça apporte de bonnes graisses. Mais n'oubliez jamais que le gras apporte beaucoup de calories. Donc si vous mangez beaucoup, 100 grammes, vous voyez 100 grammes, c'est peut-être une prune ou une prune et demie. Donc vous voyez le nombre de calories que ça va apporter. Oui, non. Donc voilà. Donc l'index de masse corporelle, le poids sur la taille au carré. Alors imaginons quelqu'un qui a, il faut tout être concret, parce que souvent on dit, ah j'ai compris, mais imaginons quelqu'un qui a 1m60. Donc c'est la taille. On fait ça au carré. Et il pèse 80 kg. Alors vous faites 1,60 fois 1,60, ça fait combien? Donc ça fait 2,56. 2,56. Donc je fais 80 divisé par 2,56. Ça fait 31,25. Donc, l'index de masse corporelle, l'IMC, de cette personne, c'est 31,25. Il est où? Il est entre ça et ça. Donc, il a dépassé le surpoids, il est obèse. Au-dessus de 30. Ne retenez même pas les détails. Dites seulement que IMC, supérieur à 30, c'est l'obésité. C'est l'obésité. Non, c'est pour ça que je dis l'index de masse corporelle n'est qu'indicatif. Mais sinon, ce n'est pas un bon indicateur. Parce qu'effectivement, si vous avez quelqu'un qui est mince, mais qui a un 90, il aura le même index de masse corporelle, mais il n'y aura pas de masse graisseuse. Ouais. Donc il faut faire attention avec l'index de masse corporelle. C'est seulement indicatif. Parce que dans le corps, il y a ce qu'on appelle la masse maigre et la masse grasse. Et c'est ça qui est important, avoir le pourcentage de masse grasse. Et vous avez les appareils qu'on appelle à impédancemètre, qui arrivent souvent à décomposer ça. Donc quand vous montez dessus, un courant passe à travers vos pieds, ça vous dit masse grasse tant, masse maigre tant. Donc la masse maigre, c'est tout ce qui n'est pas masse grasse. Donc vous avez la masse grasse, ça c'est la composition du corps, et la masse maigre. Or, dans la masse maigre, vous avez des éléments. Les os, la peau, le muscle, l'eau, et j'ai oublié quoi, les organes. Les organes. Mais, donc j'ai dit, il faut écrire. Donc, les organes, la peau, je vais écrire pour enlever, les os, voilà.
Maintenant, l'eau dans des muscles et les muscles. Or, sur les organes, vous ne voyez pas, ils sont là. La peau, vous ne voyez pas. Les os, c'est vrai que ça fait un peu de volume, mais ça ne dépend pas de vous. Par contre, ce qui dépend de vous, c'est l'eau et les muscles. Je fais le sport, j'augmente ma masse musculaire. Et si j'augmente ma masse musculaire, la logique veut que je réduise ma masse graisseuse. Il faut donc boire de l'eau. Et on a même aussi la composition qu'il faut pour, en fonction du sexe. Bon, je ne sais plus si j'ai ça en tête, hein. Mais sinon, en gros, voilà. Donc, chez l'homme, on estime que ici, la masse, j'espère que j'ai encore ça, la masse musculaire doit représenter 42%. Les acides gras, les acides essentiels, 3%. 3%. Et après, qu'est-ce qu'on a? On a la masse osseuse, 15%. La masse osseuse, 15%. Les autres, 25%. Et qu'est-ce qu'il y a encore? La masse osseuse. Et la masse, il faudrait que je revoie le truc. Oh, chez la femme, le truc est différent. Chez la femme, ici, c'est 36%. Et les acides essentiels augmentent à 12%. Or, la masse osseuse baisse à 12%. Mais le reste reste identique. Donc, la femme et l'homme, c'est différent. Vous voyez que le muscle, on doit avoir du muscle. Il faut avoir du muscle. Ça, c'est le minimum parce que ça permet d'être en santé. Donc, vous voyez qu'en réalité, c'est cette composition-là qui est plus parlante que l'autre. Parce que vous avez deux individus qui ont même indice de masse corporelle. Mais l'autre est plus grand. Quand l'autre est court, ça ne représente rien. Alors que c'est bien réparti. Ah, une autre notion qu'il faut aussi retenir, c'est ce qu'on appelle le syndrome métabolique. Il faut noter ça, oui. Le syndrome métabolique. C'est quoi le syndrome métabolique? Le syndrome métabolique, c'est pas que vous êtes malade, mais ça donne la propension à ce que, dans un avenir plus ou moins proche, vous risquez d'avoir les maladies cardiovasculaires. Il y a 5 critères. La tension artérielle. Donc, qui doit être inférieur à 130 sur 85. Je vais expliquer ça tout à l'heure. La glycémie, qui doit être inférieur à 1,01 même. Certains disent 0,1, d'autres parlent de 0,5 grammes par litre. Sur les machines là, ça représente 101 décigrammes par décilitre sur nos machines. On a le cholestérol, mais ça c'est HDL cholestérol. On n'a même pas parlé du cholestérol. Le HDL, on l'appelle le bon cholestérol, mais c'est un non-sens. Il n'y a pas de bon, il n'y a pas de mauvais cholestérol. Le cholestérol, c'est le cholestérol. Si j'ai le temps, je pourrais expliquer. Donc le HDL cholestérol qui devait être inférieur à... non, supérieur. Qui devait être supérieur à 40 milligrammes par litre. On a, qu'est-ce que j'ai oublié? La tension, la glycémie, et cholestérol. J'ai oublié quoi? Le tour de taille inférieur ou égal à 94 cm chez l'homme et inférieur ou égal à 80 cm chez la femme. C'est quoi le tour de taille? Je prends le mètre détailleur, je mets autour de mon ventre, juste en dessous du nombril, et je regarde. Si c'est supérieur à 94, c'est un indice que je ne suis pas dans le bon. Si chez la femme c'est supérieur à 80, je ne suis pas dans le bon. Il faut que ce soit en dessous. Donc, le cinquième, pourquoi j'oublie là? Attends. Il n'y a plus quoi? Ah, les triglycérides. Les triglycérides
qui doivent être inférieurs à 1,5 g par litre. Donc, en général, ces facteurs-ci, donc on se base sur celui-ci. Si vous avez 3 de ces facteurs, vous avez des risques de maladies cardiovasculaires. Donc, notamment celui-ci avec 2 autres. Donc, j'ai un taux de taille supérieur, peut-être 100. Je suis un homme. J'ai une glycémie qui est supérieure à ça. Et j'ai une tension qui est supérieure à ça. Ah, j'ai des risques d'avoir les maladies cardiovasculaires. Et la tension a 2 chiffres. Et c'est important de savoir que ça a 2 chiffres. Parce que souvent, vous demandez aux gens, quelle est ta tension? Il dit 18. Il dit 16. J'ai 16. J'ai 18. Je ne comprends pas. La tension optimale, c'est-à-dire le minimum qui est bien, c'est 120 sur 80. Bon, c'est la même chose, hein, que ce soit 12 sur 8. Mais c'est 120 sur 80. Nos machines là nous donnent ça. Ça, c'est la normale. Maintenant, on a la normale haute. 140. Chaque fois que vous ajoutez 20 en haut, vous ajoutez 10 en bas. Sur 90. Ça, c'est la normale haute qu'on accepte. Maintenant, quand on est au-dessus de ça, que ce soit l'un des chiffres, hein, ce n'est pas tous les 2 chiffres, l'un des chiffres au-dessus, jusqu'à 160 sur 100, on estime que vous avez l'hypertension. Mais à ce stade, on ne donne pas les médicaments. La première chose qu'on vous dit, changez d'abord vos habitudes alimentaires pour voir si la tension peut baisser. Et souvent en changeant, en faisant un peu d'activité physique, en diminuant le sel, en mangeant plus de végétaux, en diminuant le sucre, en mangeant comme on a dit là, la tension baisse d'elle-même. Ah, la cigarette, ça c'est sûr. La cigarette, c'est vraiment le danger. Parce que comme je vous dis, ça adoucit les nerfs. Donc, évidemment, ceux qui sont au-dessus, c'est grave. Pourquoi la tension doit avoir 2 chiffres? Je vous ai dit que le cœur bat. Il pompe le sang, il se repose. Il pompe, il se repose. Voilà comment. Donc quand il pompe, le sang sort avec une violence. Il faut que les vaisseaux là supportent cette violence. Donc c'est le contact avec les vaisseaux. Quand on mesure, qui donne donc le premier chiffre qu'on appelle la tension systolique. Parce que le systole, c'est quand le cœur se contacte. Maintenant, quand il se repose, on dit qu'il est en diastole. C'est donc la tension du cœur au repos. C'est pour ça que la tension doit toujours avoir 2 chiffres. 2. Il pompe, il a une tension. Il est au repos, il a une tension. Donc, on doit avoir 2 chiffres. Mais alors, les maladies cardiaques viennent de quoi? Les complications, comme je vous ai dit, ABC. Ça vient d'abord, il y a ce qu'on appelle les facteurs de risque. Ce qui provoque ça. Et quand vous additionnez les facteurs de risque, vous multipliez la probabilité de les avoir dans un avenir plus ou moins proche. Ça peut être 5 ans, ça peut être 2 ans, 5 ans, 10 ans, 15 ans. Tout dépend depuis quand vous avez ça. Parce que le danger, par exemple, avec l'hypertension, ou le diabète, c'est ce qu'on appelle les tueurs silencieux. Ils n'ont pas de signe d'alarme. Le signe d'alarme vient quand ça a atteint un certain niveau. Beaucoup de gens viennent, vous voyez quelqu'un vous dit, j'ai des douleurs ici là. Les nerfs, comme on dit les nerfs, je ne sais pas ce que ça veut dire. Les nerfs. Moi je reçois souvent ça, je dis asseyez-vous quelques minutes et s'asseoir. 5 minutes, le temps qui se repose, parce que si quand je suis debout, ma tension va forcément augmenter. Je viens de faire le sport, la tension augmente, la tension n'est pas stable. C'est pour ça qu'il faut prendre la tension au même moment. Par exemple, le matin, quand je me lève, je prends ma tension au même moment pour évaluer. Parce que quand je bouge, ma tension doit augmenter, c'est tout à fait normal. Donc, vous dites de s'asseoir 5 minutes, le temps qui se repose. Vous faites pas attention, faites 160, 170, mais vous avez pas tendu. Ah oui! Bon, je prenais un médicament, j'ai arrêté. Pourquoi vous avez arrêté? Non, bon. Je dis, il y a un problème. Sachez qu'une fois que vous avez commencé à prendre le médicament d'hypertension, c'est à vie. C'est à vie. N'arrêtez jamais. Vous allez vous sentir bien. Mais c'est en train de créer des problèmes dans votre corps. C'est en train d'arrêter jamais un médicament sans l'avis de votre médecin, surtout pour les maladies chroniques. Quand on dit chronique, c'est à vie de manière générale, c'est-à-dire à long terme. Même le diabète, n'arrêtez pas comme ça. Oh, nous avons plein de gens du village. Non, je soigne ça, arrête. Tu arrêtes, tu ne contrôles pas.
Bah, tu es bien, tu estimes qu'il a traité. Tu es en train de te créer des dégâts. Imaginez quelqu'un, ouais, la tension. Imaginez les facteurs de risque. Vous avez l'hypertension, vous avez le diabète, le tabac. Il fallait même commencer par ça. Sédentarisme, je ne fais pas d'activité physique. Je vous ai dit la gestion de la douleur. On met aussi l'hypercholestérolémie. L'hypercholestérolémie, bon, ça c'est un truc à débat. Donc vous voyez que et il y en a l'obésité. Donc vous voyez que le tout détail là. Donc il y a des gens qui cumulent 2, 3, 4. Donc chaque fois que vous augmentez les facteurs de risque, vous augmentez la probabilité d'avoir soit un AVC, soit une crise cardiaque. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au moins une fois par an, dans le pire des cas, si ce n'est pas une fois par an, au moins une fois tous les 2 ans, allez faire des examens. Je prends ma tension. Dans les pharmacies, c'est 500 francs. Je connais au moins ma tension. C'est le tueur silencieux. Jamais, très rarement, il n'a pas de signe. Donc vous appelez, la tension peut que monter jusqu'à un jour vous tombez. Vous avez vu que le médecin marche avec ce qu'on appelle le stéthoscope. Donc quand vous venez pour n'importe quoi, il prend votre tension. Parce qu'il sait que c'est dangereux. Ça peut être dangereux. C'est souvent comme ça au hasard qu'on le fait. Le diabète, prenez votre glycémie. Je crois que certaines pharmacies le font à 500 francs. Si vous avez les moyens, vous achetez votre appareil. Une dose comme ça, on prend le sang, pap, ça vous donne votre glycémie tout de suite. Argent. Et les diabétiques, s'il y en a, ce n'est pas la glycémie à jeun qui est par là, parce que la glycémie à jeun, c'est à un moment donné. Donc vous pouvez, j'aime pas manger le soir, je me lève le matin, ma glycémie est normale, c'est inférieur à un grand pari. Mais ce qui est parlant, c'est ce qu'on appelle l'hémoglobine glyquée. Hémoglobine 1 AC. Et il faut doser ça. On dose ça tous les 3 mois. Ça veut dire quoi? Hémoglobine glyquée. Quand il y a trop de sucre dans le sang, il va s'associer à protéines. Il se glyque. C'est comme c'est la colle. Il s'associe aux protéines et il empêche donc le fonctionnement normal du corps. Or, le sucre s'associe donc au globule rouge. Or, le globule rouge a une durée de vie de 120 jours, c'est-à-dire 3 mois. C'est pour ça qu'on les dose tous les ans et il vous donne la valeur réelle de l'équilibre de votre glycémie. Il faut que ce soit inférieur à 6,5%. Donc, chez certains, ça monte jusqu'à 10%. C'est pas bon. Ça veut dire que quand c'est supérieur, ça veut dire que votre traitement n'équilibre pas votre diabète. Et quand ça n'équilibre pas, allez revoir le médecin parce que vous recevez souvent certaines personnes. Et vous dosez, pap, il est. Je ne peux pas l'hémoglobine glyquée, mais vous faites même l'hypertension. Il a 180 ans. Vous prenez le médicament, oui. Mais comment? Vous n'avez pas reparti pour le médecin, non? Non. Quand vous prenez le médicament, ça doit redescendre au moins jusqu'à cette valeur. Si ça ne descend pas, ça veut dire que le traitement n'est pas bon. Il ne marche pas. Allez revoir le médecin. Parce qu'il faut comprendre une chose. Les maladies chroniques, que ce soit l'hypertension ou le diabète, vous bien vous le représentez. Représentez-vous l'hypertension et le diabète comme cette chambre. Vous considérez que c'est une maison. Il y a un trou sur la toiture et il pleut tous les jours. Supposons pendant 4 heures de temps, il pleut tous les jours. Vous avez le trou sur la toiture. Vous êtes dans la maison. Quand il pleut, l'eau va entrer dans la maison. Vous avez le seau. Le médicament que vous prenez là, c'est le seau que vous prenez pour envoyer l'eau dehors. Je ne prends pas le médicament. Tout est fermé, il pleut. Qu'est-ce qui va se passer? L'eau va s'accumuler. Au bout d'un certain temps, je vais me noyer. C'est ça. C'est comme ça qu'il faut prendre le diabète et l'hypertension. Ils avancent sans bruit. Sans bruit. Et certains ont les 2 ou les 3. Donc vous accélérez les phénomènes. Et ça, c'est la catastrophe. Donc vous voyez qu'il y a beaucoup de maladies qu'on peut éviter. Et pour éviter d'arriver à ça, l'activité physique. Tous les 4 trucs que je vous ai dit. Je mange déjà équilibré, bien. Je fais l'activité physique. Parce que ça développe mon cœur, ça me donne n'importe des trucs. Ça me permet de consommer l'excès de sucre. Mon muscle. Je gère mes émotions, notamment les douleurs que je peux avoir, parce que ça ne produit pas les mauvaises hormones qui dérèglent mon organisme. Et je dors bien et à temps. 22 heures, je suis au lit, je me réveille, même si je me réveille à 4 heures, c'est pas grave. L'essentiel, c'est que je me réveille, est-ce que je suis en forme? C'est ça l'idée. J'avais dit que j'ai eu un sommeil récupérateur. Et ça, c'est très important. Donc, vous voyez que ça, ce qu'on appelle
le syndrome métabolique. Donc il faut éviter d'être dans ce truc-là. Pesez vous... donc voilà, je veux dire un mot sur le cholestérol. Vous avez entendu parler, les gens ont entendu parler du cholestérol. On vous dit le bon, le mauvais. Le problème du cholestérol remonte très loin. Et aujourd'hui, ça fait une polémique. Parce que vous avez des des gens des savants, qui estiment que le cholestérol ne produit pas les dégâts qu'on dit. Une chose est sûre, ça ne produit pas les dégâts qu'on dit. Ça vient de quoi? Il y a un Américain qui était un étudiant, qu'on appelle Ansel Keys. C'est un Américain. Il est né en 1904, il est mort en 2004. Donc il a vécu 100 ans quand même. Lui, il a fait une étude sur 7 pays. Mais il est parti du principe que ce sont les graisses qui provoquent donc les maladies cardiovasculaires. Donc il a sélectionné 7 pays. Donc le Japon, la Finlande, un nombre de pays comme ça, la Grèce. Non, pas la Grèce, oui. Et il a laissé d'autres pays. Et il fait donc la conclusion. Son problème, c'était de regarder le nombre de morts par maladie cardiovasculaire comparé à la consommation de graisse dans ces pays-là. Et il arrive donc à une conclusion où quand on représente, ça c'est un peu les mathématiques, mais vous allez comprendre, non? Ça c'est la concentration de graisse sur le nombre de morts, donc la mortalité maladie, donc mortalité, oui. Donc, on arrive donc à une droite, à une pente. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que plus les gens consomment la graisse, plus le nombre de morts augmente. Ça donne donc une pente. Alors, quelle est la conséquence? La conséquence, c'est de réduire au minimum la graisse. Comme ça, ça va réduire le nombre de morts. Ok? Donc, il sort ces résultats. Et donc, on est dans les années 50. On sort ça et on dit la graisse n'est pas bonne. Et plus grave, c'est que les gens sont morts. On a vu par les plaques d'athérome, donc ce qui bloque le sang. On vient, on regarde, on voit c'est jaune, c'est la graisse. Ce qu'on sait déjà à cette époque-là, c'est le cholestérol. On dit au cholestérol, c'est le danger, c'est l'ennemi. Donc, pas de graisse. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Quand on a dit la graisse n'est pas bonne, l'industrie alimentaire qui est née a commencé donc à mettre quoi? Le sucre dans les aliments. Sucre, on mettait le sucre sous forme transformée et tout. Les gens sont mis à consommer le sucre. Aux États-Unis, pomme. Bon d'obésité et partout. Bon, aujourd'hui, on remet en cause parce qu'il y a beaucoup d'études qui se penchent sur le cholestérol. Et qu'est-ce qu'on se rend compte? On se rend compte qu'en fait, la courbe du cholestérol ne doit pas être comme ça, mais c'est plus un U. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que moins je consomme les graisses, plus la mortalité augmente. Enfin, si mon cholestérol est bas, parce qu'on parle du cholestérol là, si mon cholestérol est trop bas, le taux de mortalité augmente. Si mon cholestérol est trop élevé, le taux de mortalité augmente. On est plus sur une pente. On est maintenant là-dedans. Il y a une norme, parce que quand on part sur la pente, il faut être le plus bas possible. Alors que quand on est ici, il faut être entre deux limites, qui n'est pas bas. Alors que si on compare les deux, il faut être même en dessous ici. Et qu'est-ce qui s'est passé? L'industrie pharmaceutique a donc pris ça, il faut diminuer le cholestérol à tout prix. Et il y a des médicaments, il y a les fibrates qui sont sortis avant, mais il y a les statines que les gens consomment aujourd'hui, que les médecins prescrivent. Atorvastatine, simvastatine et pravastatine. Et tout ça, il y en a qui consomment. Bon, je ne dis pas qu'il faut arrêter vos médicaments, jamais sans l'avis de votre médecin. Or, beaucoup d'auteurs et de chercheurs aujourd'hui estiment que ça ne sert à rien de consommer ces statines-là. Mais l'industrie pharmaceutique est puissante. Elle est très puissante et la majorité des professeurs, des scientifiques sont pris par l'industrie pharmaceutique. Les conférences, les voyages et tout ça, c'est un lobby fort. Donc les gens vont venir vous dire non, les gens racontent des histoires de cholestérol. Mais vous avez beaucoup d'études, qui estiment que les anti-cholestérol ne doivent pas être pris. Alors, c'est quoi maintenant le cholestérol? On va rentrer maintenant dans la physiologie, dans le fonctionnement du cholestérol, pour comprendre. Parce que si on voit, parce qu'on parle du cholestérol comme un tueur, mais le cholestérol est indispensable à la vie, indispensable. Il a des fonctions. Je vous ai parlé tout à l'heure de la cellule.
la membrane de la cellule. En réalité, la vie ne commence que parce qu'il y a une membrane. Parce que s'il n'y a pas de membrane, il n'y a plus d'échange et tout rentre, tout sort. Donc il n'y a pas de vie. Donc la membrane de la cellule. Or, les membranes en temps normal sont molles. Le cholestérol, c'est comme un cristal. Il est dur. Le cholestérol, c'est lui qui donne donc la rigidité de la membrane. Première fonction. Sans lui, la membrane devient molle. Donc les échanges seront là. Deuxième fonction, le cholestérol. Je vous ai dit que les substances agissent parce qu'ils viennent se fixer sur les récepteurs. Ils se fixent, l'action se passe après le repas. Donc, au niveau de la cellule, vous avez les récepteurs. Différents récepteurs, hein. Ça peut être carré, ça peut être rond. Donc, chacun prend ce qui va avec son truc. Donc, le cholestérol c'est d'ancrage au récepteur. Donc, vous voyez qu'au niveau de la cellule, il y a deux fonctions essentielles. Première fonction, la rigidité de la membrane. Deuxième fonction, ancrage au récepteur. Troisième fonction du cholestérol, au niveau digestif. Je vous ai dit tout à l'heure, quand vous mangez les graisses, pour que les graisses passent dans le corps, il faut les acides, les sels biliaires, qui est fabriqué dans le foie. La bile est fabriquée dans le foie et pas dans la vésicule biliaire pour attendre. C'est le cholestérol qui est le précurseur. C'est à partir du cholestérol que c'est fabriqué. Voilà déjà la troisième. Quatrième fonction du cholestérol. C'est lui qui est le précurseur de la vitamine D. Donc quand on parle de vitamine D, vous allez rester sous le soleil, là, c'est le cholestérol qui est en jeu et qui doit se transformer. Or, la vitamine D est très importante pour l'absorption du calcium pour les os, comme pour l'immunité de notre corps, la défense de notre corps. Vous avez vu avec le Covid, on vous disait de prendre la vitamine D. Mais maintenant, là, il faut prendre des suppléments en vitamine D. Hein. 2000 UI chaque jour. S'il n'y a pas, il y a les 50 000 et 20 000 que vous prenez sur un mois ou sur 3 semaines pour augmenter vos... Parce qu'on est très en carence. Sinon, il faut aller sous le soleil, c'est pas évident. Donc, vous voyez, vitamine D. Cinquième truc, celui qui est le précurseur de toutes nos hormones sexuelles. Les oestrogènes et les progestatifs chez les femmes, la testostérone chez l'homme, hormones sexuelles, tous les hormones corticoïdes du corps, le cortisol et l'hydrocortisone, ça vient du cholestérol. L'aldostérone, son rôle c'est quoi? C'est de retenir le sodium et le sodium permet de retenir l'eau. Vous avez constaté que quand vous allez à Douala, vous transpirez. Mais quand vous transpirez, vous ne pissez plus beaucoup. Parce que le corps régule ça. C'est le cholestérol qui produit l'aldostérone qui permet de retenir le sodium et le sodium retient l'eau. Parce que vous avez perdu l'eau par la peau. Mais quand vous arrivez à Tchang, vous pissez plus. Parce que comme vous n'évacuez pas trop par la peau, l'organisme peut éliminer. Donc vous voyez que l'organisme joue un rôle. Cholestérol. En plus, le cholestérol au niveau des nerfs, enfin, je dis nerfs, mais c'est la fibre nerveuse. Il y a on appelle ça la gaine de myéline, dont les enseignants savent ça, qui permet de... Parce que la transmission nerveuse, le nerf, quand je griffe, je me griffe la cuisse, bien quelqu'un me griffe la cuisse, je sens. Mais il y a un message qui est envoyé au cerveau. Le cerveau traduit le message et dit que ton pied là, quand quelqu'un est en train de te pincer, il y a quelque chose qui ne va pas là. Donc il y a un message qui va et un message qui vient. À une vitesse rapide, hein, c'est comme la vitesse du courant. Donc en réalité, la transmission au niveau des nerfs se fait par le courant. Mais quand il arrive à ce niveau, elle saute pour aller plus vite. Ça, c'est la gaine de myéline. On appelle ça la gaine de myéline. Elle protège nos nerfs. Mais la gaine de myéline, elle fait quoi? La majorité de cholestérol. Donc vous voyez que le cholestérol a des fonctions indispensables dans le corps. Le cholestérol, c'est une molécule à 27 atomes de carbone. 27, c'est pas une très grosse molécule. Mais le problème qu'il y a, c'est que le cholestérol, pour partir de la molécule de base, j'appelle ça molécule de base, jusqu'à arriver à la synthèse du cholestérol, il faut 37 étapes. Donc ce corps qui va se transformer, qui va jusqu'à arriver au cholestérol. Le cholestérol, c'est une molécule qui n'est pas détruite. Elle peut être transformée, mais jamais détruite, parce que le corps sait qu'il est indispensable pour lui. Il n'y a pas beaucoup de molécules. Je ne pense même pas qu'il y a une molécule dans le corps qui a la fonction du cholestérol. Elle n'est pas détruite. Alors, maintenant, le cholestérol, en réalité, on dit que c'est une graisse. Bon, ça prête à débat parce que c'est un styrol, donc un alcool qui serait un alcool.
Mais ce qui est sûr, il n'est pas soluble dans le sang. Mais il faut donc qu'il se déplace. Parce que c'est le foie qui fabrique le cholestérol. 75% de notre cholestérol est fabriqué par le foie. L'alimentation n'apporte que 25%. Et même, quand vous apportez par l'alimentation, le foie fabrique moins pour compenser. Donc alors, à partir de ce moment, comment on peut incriminer le cholestérol dans les problèmes d'hypercholestérolémie quand l'alimentation est propre? On va vous dire, ne mangez pas trop d'œufs, ne mangez pourquoi? Mangez un œuf par jour, c'est pas, il n'y a pas de problème. Mais dosez votre cholestérol. Dosez. Maintenant, le cholestérol qui est produit par le foie, il doit aller dans les cellules, puisque je vous ai dit, les cellules ont besoin de ça pour faire le truc. Or, le problème c'est que vous avez le foie qui est là. Le cholestérol doit aller dans les cellules. Voilà le cholestérol qui est fabriqué. Donc il est transporté par un truc qu'on appelle les LDL. Le LDL transporte le cholestérol pour amener aux cellules. LDL, ça veut dire low density lipoprotéine. Donc en fait c'est une lipoprotéine. Donc vous voyez que lipo. Donc lipo, ça veut dire lipides et protéines. Lipoprotéine de densité faible. Il porte le cholestérol, il l'amène aux cellules, ici. Il travaille. Maintenant, le cholestérol qui a travaillé doit être ramené dans le foie. Il est ramené par les HDL. High Density Lipoprotein. Lipoprotéine de densité élevée, c'est tout. Donc, lui, on l'appelle le mauvais cholestérol. L'autre, on l'appelle le bon cholestérol. Pourquoi on l'appelle le mauvais cholestérol? Parce qu'il prend le cholestérol pour amener vers les cellules et il peut les déposer dans les vaisseaux. Et s'il les dépose dans les vaisseaux, on estime que c'est ça qui peut boucher les vaisseaux, entre autres. L'autre qui ramène le cholestérol est appelé le bon. Mais alors, réfléchissons une minute. Est-ce que c'est le cholestérol qui a un problème? C'est le transporteur du cholestérol qui a un problème. Ce n'est pas le cholestérol qui est le problème. C'est un peu comme si on transporte le bitacola. Vous avez les camions, les 26-24 qu'on met dans le bitacola. On quitte la préfecture pour amener ici au collège. On utilise une partie. Et comme on a utilisé une partie, ce qui reste tout petit maintenant, c'est le pick-up qui ramène. Le bitacola a quel problème? S'il y a quelqu'un qui a l'embouteillage, est-ce que c'est le bitacola qui crée l'embouteillage ou bien c'est le camion qui crée l'embouteillage? Donc on m'a dit l'embouteillage, on est arrivé au lieu de rond-point, on a vu qu'il y a beaucoup de bitacola. Mais en réalité, c'est les camions qui sont là, qui ont créé l'embouteillage, c'est pas le bitacola. Ok. Donc, voilà donc le problème, on dit mauvais et bon. Donc du coup, en réalité, ce que les gens effectivement ont en essai, c'est ça. Donc vous devez plutôt parler de lipoprotéinémie, hyperlipoprotéinémie et non d'hypercholestérolémie. C'est ça. Et beaucoup de gens qui contestent l'idée que le cholestérol joue un mauvais rôle estime même que le cholestérol n'a rien à voir dans les maladies cardiovasculaires. Donc dans ce qu'on appelle la plaque d'athérome, venir rester dans que le cholestérol n'a rien à voir. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Je vous ai montré le dessin en pente. Ça veut dire que l'idée, c'est de rabaisser le plus possible le cholestérol. Or, c'est lié aux familles. Il y a des familles qui ont 2, 7, 2, 8, 3. Ils n'ont pas de problème. D'autres qui ont 2, 5, 4, ils n'ont pas de problème. Pour conclure, simplement, c'est de dire, première chose, il faut que je mange équilibré. Et manger équilibré, c'est de manger des bonnes graisses. Poisson gras, maquereau, sardine, thon. Avec des bonnes graisses, l'huile d'olive, les amandes, bon on ne trouve pas ça ici, les noix, que je mange, parce qu'il faut apporter les protéines tous les jours, je vous dis le corps ne garde pas les protéines. Les sucres, j'essaie de les réduire, surtout au petit déjeuner, je réduis au maximum, vraiment au minimum, le sucre. Et si je mange dans les repas, je mange le quart, donc mon plat est divisé en 3 parties, si on peut dire. La moitié, les végétaux. Je peux faire les végétaux. Une partie,
les protéines et la dernière partie, les féculents et tout ce qu'on peut faire. Les gens disent que c'est un problème d'argent, mais sur votre jardin, vous pouvez cultiver ça. Comme ça, vous savez au moins de quoi vous mangez. Deuxième chose, je fais l'activité physique. Il faut que je me bouge. Quand quelqu'un s'assoit et regarde la télé, commence à manger le truc, ça c'est le début de la fin. Troisième chose, il faut donc que j'ai des problèmes, mais que j'essaie d'aller rencontrer les gens. Je discute, je parle, ça me permet d'évacuer. J'essaie d'aller à un endroit où on rit. Ça me distresse, ça me permet de... Quatrième chose, que je dorme bien. Essayer de dormir à l'heure, sans lire le téléphone, sans regarder le téléphone, sans regarder la télé et sans regarder tout. Avec ça, je vous dis, celui qui fait déjà ça maintenant et qui perd le poids, il va voir comment son corps est en train de changer. Et s'il prend même les médicaments, il risque de réduire les médicaments. Faites attention si vous prenez des médicaments, commencez à compter. Si c'est la glycémie, si c'est l'hypertension, vous risquez de voir déjà que votre tension va baisser. Si c'était 2-3 médicaments, vous risquez d'enlever un. Ben, je ne dis pas vous allez voir le médecin, on risque de réduire un parce que n'oubliez pas que tous les médicaments ont toujours des effets secondaires et quand on prend à long terme, ça va agir sur les organes. Et entre autres, j'allais oublier ça, c'est important, ceux qui prennent les médicaments chroniques, au moins une fois par an, allez faire au laboratoire faire des examens. Quand on regarde vos reins, votre foie, votre cœur, parce que ces médicaments-là entraînent des effets secondaires. Si vous ne les regardez pas, ça risque d'entraîner des complications. Et le jour où vous partez parce que vous avez la douleur, c'est déjà tard. Hein. Et pour les hommes, la prostate. À partir de déjà aujourd'hui, même 35-40 ans, il y a un examen, le PSA. Donc je lis en français, antigène spécifique de la prostate. Allez doser ça au laboratoire parce que la prostate monte, ça gonfle. C'est tout à fait normal. Mais à partir d'un certain âge, c'est normal que ça gonfle. Mais si vous n'êtes pas vigilant, que vous buvez trop de lait et tout, ça risque de se transformer en cancer de la prostate. Et là, ça devient très tard. Et ça, vous savez que nous, les hommes, c'est ce qui nous arrive. Donc, contrôlons. Un truc qui peut empêcher que ça monte, c'est le pistache. Surtout le verre, là. Vous mangez une poignée chaque jour. Une poignée. Pas plus. Cru. De préférence. Parce que si vous faites cuire ça diminue les vitamines et les minéraux qui sont dedans. Chaque fois qu'on fait cuire, ça diminue. Donc, vous mangez cru. Après, pour voir si c'est bien, dosez votre prostate. Mangez sur une période, vous allez redoser 3 mois après. Vous voyez si ça a progressé ou pas. Vous allez voir. Les gens qui mangent les trucs crus comme ça, et même les graines de pépins, les pépins de pastèques. Oui, mais le problème c'est que vous mangez une fois en passant. Et la quantité que vous mangez n'est pas suffisante. Donc si vous voulez manger le pain pastèque, mangez tous les jours un petit bol de pain pastèque. On a constaté qu'en Europe centrale, ils ne connaissent pas les problèmes de la prostate. Parce que chaque jour, ils mangent, on appelle ça graines de courge. Mais c'est ça, c'est la même famille que la prostate. On mange ça au petit déjeuner. Ils n'ont pas de problème de prostate. Mais qu'est-ce qui cause la prostate? La prostate gonfle normalement. Ce sont une évolution. Mais maintenant, en fonction de ce qu'on mange, par exemple, comme le lait, vous prenez le lait, je vous ai dit qu'il y a les facteurs de croissance. Chez les femmes, le sein, le cancer du sein, quand elles prennent trop de lait, ce sont des facteurs de croissance qu'elles prennent. Trop de sucre. Je vous ai dit, suivez seulement l'alimentation, ça va réduire tous ces phénomènes. Voilà donc. Relation sexe et prostate. Relation sexe et prostatite. C'est une question de forme par rapport Ce que je sais, les études sortent et disent que pour avoir une bonne prostate, il faut avoir des rapports au moins une fois tous les 3 jours. Voilà. C'est ce que je dis. Rapport sexuel une fois tous les 3 jours. Maintenant, pour avoir une bonne vie, une fois tous les 2 jours. Alors, est-ce que c'est faisable? Est-ce que c'est possible? Je ne sais pas.